Bonjour. Alors, dans ce document, on va voir, on va apprendre comment utiliser une librairie qui s'appelle ArgParse, et ensuite de ça, on va appliquer cette librairie-là pour créer un script assez intéressant qui va vous faire pratiquer la manipulation de fichiers. Donc, au lieu de traiter, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on a traité les arguments de la ligne de commande, on les a traités manuellement ou à la mitaine si vous voulez. Mais en général, les programmes informatiques ne font pas ça. Ils vont utiliser une librairie pour automatiser le traitement des arguments. Et il existe ce genre de librairie-là dans de très nombreux langages de programmation. Donc, dans cette présentation-là, étant donné que nous, on fait du Python, on va utiliser une librairie qui s'appelle ArgParse. Donc, arg pour argument, puis parse pour parser, donc pour analyser les arguments, qui est probablement la librairie la plus populaire en Python pour faire ce genre de choses-là. Et ensuite de ça, on va appliquer cette librairie-là à la réalisation d'un petit script. Donc, le plan, on va commencer par introduire la librairie ArgParse. Ensuite de ça, on va créer un script qui s'appelle PyTouch. On va améliorer un peu ses fonctionnalités dans la section 3 et finalement, à la toute fin, ça va être la remise. Alors, ArgParse, c'est un module ou une librairie, donc en Python, les librairies sont téléchargées sous forme de module, pour traiter les arguments de la ligne de commande. Donc, j'estime le temps à environ 45 minutes, mais si vous faites la somme de tous les temps, vous allez obtenir environ 2h30, et j'ai mis 3 heures pour le truc au complet. Donc, vous allez commencer par faire un tutoriel. Donc, encore une fois, plutôt que de vous en parler moi-même, je vous fais écouter un tutoriel que j'ai trouvé quand même assez bien fait sur le fonctionnement de la commande ArgParse. Donc, c'est ça, ça va prendre environ 9 minutes. Allez-y, écoutez ça. Soit en cliquant ici ou en cliquant ici. Donc, une autre chose aussi par rapport à ArgParse, c'est que je vous encourage à faire, c'est ne pas hésiter à consulter la documentation officielle pour savoir comment fonctionne cette librairie-là. Donc ici, vous en avez un extrait. Donc, grosso modo, ça permet un peu de résumer le fonctionnement de la librairie. Donc, la première chose à faire, c'est de créer ce qu'on appelle parce que ArgParse, c'est un module, donc on appelle la fonction ou le constructeur Argument Parser qui permet de construire un objet Argument Parser qui va nous permettre de parser ou d'analyser les arguments. Donc, on lui donne une description, qui est une description qui va apparaître après ça dans l'aide quand on va faire afficher l'aide de notre commande. Ensuite de ça, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des arguments. Donc, il y a toutes sortes de paramètres pour ajouter des arguments. Donc, ici, on ajoute un premier argument. Ici, on ajoute un deuxième argument. Des paramètres qui ont été amplement, disons, qui ont été quand même assez bien couverts dans la vidéo, mais c'est pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc, plus tard, on va dire peut-être un peu quelque chose justement par rapport à ce type d'argument-là ici. Et une fois qu'on a ajouté nos arguments, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on analyse les arguments, donc on appelle le parser, et ici le parser. On appelle la commande parseArg. Donc, quand on va faire ça, automatiquement, le parser va aller chercher le 6.argv, puis il va analyser nos arguments, puis il va nous retourner l'analyse de ces arguments-là dans un objet de type namespace, ici, qu'on appelle args. Donc, dans le cas ici de cet exemple-là. Okay. Donc, args, c'est un namespace, un objet qui contient tous les arguments qui ont été analysés, donc les arguments, dans le sens des arguments nommés. Par exemple, ici, l'argument, on a l'argument integers, ici, on a l'argument sum. Donc, dans ce cas-là, ça serait ces arguments-là qui recevraient, ce seraient ces noms-là dans le namespace qui recevraient les arguments ici qu'on a donnés. Alors, je fais une petite visite rapide avec vous de c'est-à-dire
de la documentation à propos du module argparse. Donc, si jamais vous allez sur le site officiel de Python, vous allez voir la documentation à propos de cette commande, de ce module-là. Donc, essentiellement, si vous descendez, bon, vous allez voir ici d'abord carrément l'exemple que j'ai mis dans le PowerPoint. OK, donc c'est l'exemple, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris ça comme exemple. Ensuite de ça, on continue. On crée un parseur, bon, etc. Donc, ce qui est important, la documentation en termes de référence, okay, les deux trucs importants que vous allez faire, essentiellement, c'est créer un analyseur d'arguments, donc un argument parser. Vous allez créer un analyseur d'arguments de type, un objet de type analyseur d'arguments avec argparse.argumentParser. Et vous allez peut-être, c'est bien peut-être, avoir besoin vous avez ici tous les différents paramètres que vous pouvez utiliser pour créer cet analyseur-là. Donc, à chaque fois qu'on a créé un analyseur jusqu'à maintenant, on a toujours utilisé la description, okay, qui est un texte qui va apparaître dans le message d'aide. Okay. Mais il y a moyen d'avoir d'autres arguments possibles. Donc, si jamais à un moment donné vous dites, ouais, peut-être que je pourrais faire ça ou ça ou ça, ben, vous allez fouiller là-dedans, puis vous allez trouver ce que vous voulez. Donc, à chaque fois que vous allez fouiller un argument, vous allez arriver, puis vous allez avoir l'aide à propos de cet argument-là, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Okay. Puis une fois que vous allez avoir fait ça, bon, formatter class, préfixe, argument, conflict handler, add help. Bon, maintenant de add argument méthode. Ça, c'est une méthode encore plus importante que la précédente, en ce sens que c'est ici que vous créez vos arguments. Okay? C'est ici que vous décidez quel genre d'argument vous allez avoir. Donc, vous allez donner soit des noms ou des flags à ces arguments-là. Vous associez des flags à ces arguments-là. Après ça, vous allez, des fois, il y a des actions qui sont associées à ces arguments-là, comme store true ou des choses comme ça. Enable, qui est la cardinalité des arguments. C'est quoi la valeur constante qui est associée à cet argument-là? C'est quoi la valeur par défaut? C'est quoi le type d'argument? Est-ce que c'est un int, un float ou d'autres choses? Est-ce que des fois on peut faire des choix par rapport à différentes possibilités? Est-ce que l'argument est obligatoire? C'est quoi le message d'aide qu'on doit afficher? C'est quoi la variable qu'on doit afficher dans le message d'aide? Et c'est quoi la destination? Je sais pas trop donner. The attribute to be added to the object return. Ouais, c'est ça. OK. Destination, c'est le nom dans le namespace, quel nom il va avoir, ces trucs-là. Si jamais vous voulez un nom différent du nom que vous avez mis ici. OK. Mais, en général, on veut garder le même nom, donc c'est pas nécessairement, c'est pas un problème. Là. Donc, à chaque fois, si vous posez des questions, qu'est-ce que je pourrais peut-être faire? Ben, vous allez voir ça, puis ça vous donne une idée. OK. Donc là, j'ai pas l'intention de parcourir toutes ces choses-là un à la fois, mais c'est juste pour vous donner l'idée de comment un peu consulter cette documentation-là. Puis ici, si jamais vous l'avez ici, le argument parser, vous avez ici les différents paramètres possibles du argument parser, puis vous avez ici les différents paramètres possibles du add argument, qui sont les trucs les plus importants. Donc, si jamais vous voulez aussi explorer le parse args méthode, vous allez explorer ça aussi. OK? Donc, voilà. Donc, ensuite de ça, vous allez coder un script qui s'appelle cylindre.python. Donc, évidemment, ici, lui, dans son tutoriel, il crée justement ce genre de script-là, cylindre.python. Donc, vous allez recréer ce script-là. Au départ, je vous conseille de prendre quasiment textuellement qu'est-ce qu'il met dans son truc, et après ça, d'apporter certaines modifications en fonction de ce que vous allez voir dans les prochaines diapositives, parce que on a modifié un petit peu le script là, par rapport à ce que lui donnait. Donc, en vous inspirant du code du vidéo, codez d'abord un script qui permet de calculer le volume d'un cylindre. Donc, là, notez que le code du tutoriel est en Python 2. Donc, lui, il a fait son script en Python 2. Mais vous, évidemment, vous devez le faire en Python 3. Donc, vous allez devoir faire certaines adaptations. Les adaptations sont vraiment mineures. Entre autres, c'est le print. En Python 2, on n'a pas besoin de mettre de parenthèses pour le print. En Python 3, il faut absolument mettre des parenthèses.
Alors, autre chose aussi, c'est que le code que lui vous présente n'est pas parfaitement conforme avec nos standards de programmation qu'on utilise nous dans le cours, entre autres pour ce qui est de la modularité. Donc, à ce titre-là, je vous présente une modularité à la prochaine diapo. Et aussi les docstrings, parce que je pense qu'il n'en met pas, si je me rappelle bien. Donc lui, c'est correct qu'il fasse ça, parce que lui, il crée live. Live, il vous crée un script pour que ça soit le plus rapidement possible à taper. Donc, c'est normal que ça soit pas parfait. Puis, il essaye d'être le plus rapide possible. Mais vous avez le temps de modulariser les choses convenablement. Donc, je m'attends à un script qui est modulaire dans votre cas. On va aussi apporter quelques petits changements, comme vous allez voir dans les prochaines diapos. Donc, d'abord, pour ce qui est de la modularité, donc dans un script Python, on essaie autant que possible de ne pas polluer l'espace global. Donc, contrairement au tutoriel. Ça veut dire que il n'y a aucune déclaration, il n'y a pas de code qui est exécuté au niveau du module. Tout le code est exécuté au niveau des fonctions et un peu au niveau ici quand on appelle le main, ici on peut faire 1, 2 ou 3 lignes de code ici, pas plus en général, essentiellement pour appeler le main, des fois pour initialiser des librairies, des choses comme ça. Donc ici on a un peu de code de niveau modulaire, mais gardé, si on veut, par un if qui détecte si le script est appelé pour être une exécution directe. Pour ce qui est du reste, normalement, on a les importations, on a des définitions de fonctions, et ensuite, on a cette garde-là ici. Donc, il n'y a pas de variable globale. Des fois, c'est utile, mais dans notre cas ici, c'est pas nécessaire. Donc, tant que c'est pas nécessaire, on le fait pas. Après ça, il n'y a pas le parse arg ici, c'est une fonction qui permet de parser les arguments et qui va retourner un argparse.namespace. C'est quoi un argparse.namespace? Un argparse.namespace, c'est ça ici. C'est le args que vous avez là. Donc, vous créez votre parser, vous parsez vos arguments, puis après ça, vous faites return args. Hein? Donc, cette fonction-là ici, parse args, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée le parser, elle ajoute les arguments, elle parse les arguments, puis après ça, elle fait return args. Donc, on n'a pas besoin de faire ça ici, comme lui a fait dans son vidéo, de le faire en plein milieu du module, là. Hein? Ça, c'est horrible. Donc, ben, horrible. C'est pas catastrophique, mais je veux dire, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut coder en Python. Donc, tout le truc d'instanciation des arguments, vous allez faire ça dans parse args, qui va vous retourner un namespace, comme on voit ici. Donc, ça retourne un namespace. Après ça, vous avez une fonction pour calculer le volume du cylindre en fonction de son rayon et de sa hauteur. Notez que, dans notre cas, ce sont des flottants qu'on utilise, parce que le calcul va se faire en point flottant. Finalement, on a le main, et on a le garde, la condition de garde ici. Ici, on a un peu la description, les docstrings, donc des fonctions. Ça, c'est en fait, c'est carrément, moi, je suis carrément allé dans ma ligne de commande Python, puis j'ai exécuté help avec le nom de mon module, puis ça m'a sorti ça. Donc, je vous ai carrément affiché qu'est-ce qui sortait de mon fichier d'aide. Donc ici, main none, c'est la fonction principale. Donc vous devinez que fonction principale, c'est le docstring que j'ai donné à ça, mais vous n'êtes pas obligé de donner ce docstring-là. Mais évidemment, vous allez devoir mettre des docstrings, parce que nous, dans le cours, on utilise des docstrings. Ensuite ça, puis en fait aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que PyCharm soit parfaitement en accord avec le code qu'on écrit. Donc on ne veut pas avoir d'avertissement ou quoi que ce soit. Ensuite ça, vous avez parseArgs qui va parser ou analyser les arguments de la ligne de commande. Et après ça, vous avez volume cylindrique qui permet volume cylindrique, qui permet de calculer le volume d'un cylindre. Là, ici, j'ai une petite erreur d'orthographe, on dirait. C'est C et non pas S. Donc, quand vous allez demander l'aide à votre script, par exemple cylindre.python-h, qu'est-ce que vous allez afficher? Vous allez afficher l'usage ici, avec l'option pour obtenir de l'aide. Après ça, les options ou les arguments obligatoires nommés comme R pour le rayon et H pour la hauteur. Pourquoi on prend un H majuscule? Parce que le H minuscule est réservé pour l'aide.
Donc, on n'a pas le choix de prendre le H minuscule. C'est un peu, c'est pas intéressant, mais dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Puis après ça, en général, les options, on essaie toujours de prendre des lettres minuscules, mais quand elles ne sont pas disponibles, on prend des lettres majuscules. Après ça, P, ici, c'est pour la précision. On va en parler un peu plus tard. Donc, c'est un argument facultatif. Et après ça, la possibilité que ça soit qui est ou verbeux. Donc, ceux qui se demandent qui est, pourquoi je dis qui est plutôt que quiet, parce que qui est, c'est aussi un adjectif en français. On l'utilise pas souvent, mais c'est un mot français. Donc, pourquoi pas s'amuser à dire qui est au lieu de quiet. Mais ça veut dire à peu près la même chose en français puis en anglais. Donc, en français, on va dire par exemple la quiétude, donc, ou être inquiet, mais le mot qui est, on l'emploie moins souvent, mais ça existe aussi. Donc ici, vous avez l'usage. Après ça, vous avez le truc qui correspond à la description. Et dans la description, vous allez mettre un copyright avec votre nom au lieu du mien. Après ça, les arguments optionnels, vous allez voir les arguments qui vont se décliner comme ça ici. Donc, à toute fin utile, je m'attends à ce que votre description soit semblable à la mienne. Ici, ça doit être exactement la même chose. Rigoureusement identique. Okay. Ensuite de ça, ici, je m'attends à ce qu'il y ait votre nom avec un copyright et une description. Et les arguments optionnels, grosso modo, je m'attends ici à ce que ce soit exactement les mêmes aussi. La description, évidemment, peut varier selon ce que vous voulez. Donc, c'est normal ici qu'il y ait un mélange d'anglais et de français parce que le texte est construit automatiquement par Python, puis ils mettent de l'anglais là-dedans. Ça va être un bonus vers la fin, là. On va mettre un petit bonus à la fin de cette section-là pour le mettre en français. Mais ça va être essentiellement un bonus. Une autre chose aussi, c'est que tout au long des prochaines diapos, moi, mes sorties vont apparaître en couleur, mais les couleurs sont facultatives pour un bonus de plus une demi. Donc, plus une demi, c'est pas une couleur qui apparaît quelque part. Plus une demi, c'est toutes les couleurs qui sont dans mes diapos qui apparaissent rigoureusement pour toutes vos saisies. Donc, si jamais vous avez la moitié de ces couleurs-là qui apparaissent, vous pouvez vous mettre plus un quart. OK? Mais plus une demi, c'est toutes les couleurs qui apparaissent partout. Donc, pourquoi je mets ça? Je l'ai mis en bonus parce que des fois, c'est un peu disons, tricky. C'est un peu difficile, des fois, à mettre ces couleurs-là. Donc, il y a des astuces à faire, puis tout ça, puis je ne veux pas perdre de temps avec ça. Par ailleurs, je trouve ça intéressant que ça soit en couleur. Donc, moi, je l'ai fait en couleur. Puis vous, ben, je vous invite à le faire en couleur si ça vous tente, que c'est un bonus, mais je voulais pas que vous perdiez de temps avec ça, donc c'est un bonus. Donc, normalement, ici, vous devriez être en mesure de créer ce genre de saisie-là ici, c'est-à-dire le genre d'aide, vous devriez être en mesure de créer ça sans savoir précisément à quoi va servir l'argument précision. Vous savez c'est quoi le rayon, c'est quoi la hauteur, c'est quoi être qui est, c'est quoi être verbeux, ça, il en a tout parlé dans son tutoriel, mais la précision, il n'en a pas parlé. Mais vous êtes quand même capable d'ajouter cet argument-là avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc, vous allez me faire une saisie ici, comme à la diapo précédente, pour me montrer que votre aide s'affiche correctement. Ensuite de ça, vous allez me faire une saisie pour montrer que vous êtes en mesure de calculer correctement le volume d'un cylindre. Donc ici, on voit avec une hauteur de 3.1 et un rayon de 0.4, ça donne le volume du cylindre qu'on a ici. Évidemment, à la place d'utiliser des options courtes, on peut utiliser des options longues. Donc, quand on a des options longues, il faut utiliser le double tiret et écrire le nom au complet. Comme ça. Par ailleurs, on ne peut pas coller le chiffre cette fois-là. Quand les options courtes, on peut coller le chiffre sur l'option ou laisser un espace entre. Quand on utilise des options longues, on ne peut pas coller le chiffre sur l'option. Il faut absolument laisser un espace ou alors on met un signe égal pour que ça fonctionne. Donc, évidemment, ça devrait donner le même résultat. Une petite différence par rapport au tutoriel. Dans le tutoriel, c'était des entiers. Puis ici, dans le script que je vous demande de faire, c'est pas des entiers, c'est des floats. Donc, ici, autre chose aussi, c'est marqué volume du cylindre selon FG. Donc, FG, c'est moi, Frédéric Guérin. Donc, vous devez remplacer mes initiales par vos initiales. Okay? Donc, vous remplacez mes initiales par vos initiales dans le message qui s'affiche. Ensuite de ça, en mode qui est,
on affiche uniquement le volume, alors qu'en mode verbeux, on affiche plus de détails. Donc, pour ce qui est de la couleur, notez que si Colorama détecte la sortie, qu'une sortie est redirigée, il ne va pas ajouter les codes de couleur ANSI, mais en passant, vous n'avez rien à faire pour ça dans votre code, c'est gratis. Je voulais juste le porter à votre attention. Donc, c'est dans l'exemple ici. Donc, on voit ici, par exemple, quand on est en mode verbeux, donc on a une hauteur, un rayon, puis on est en mode verbeux, -V, le message est plus long, donc volume du cylindre de hauteur 3.1 et de rayon 0.4 selon FG, et on a le chiffre qui s'affiche ici, qui est la même chose que celui-là qu'on a ici. OK. Ensuite de ça, ici, quand on a le mode qui est, on affiche uniquement le chiffre, donc on n'affiche rien de ce qui vient avant. Uniquement le chiffre. Ici, vous voyez que tout ça, c'est en couleur, mais vous, comme j'ai dit tantôt, la couleur, c'est optionnel. Si vous réussissez les couleurs partout, mettez-vous un bonus de plus une demi. Ensuite de ça, comme on le voit ici, on prend la même commande que la ligne 93, mais on l'envoie dans 4. Ça veut dire qu'on a une redirection. Alors ici, Colorama se rend compte qu'il y a une redirection, et à cause de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever les codes de couleur. Donc, vous allez vous retrouver avec ce genre de sortie-là. Si jamais vous aviez mis vous-même les codes de couleur, ici, il apparaîtrait les codes de couleur. Donc, ça serait passé à travers 4. Donc, c'est pas nécessairement intéressant. Donc, ce qu'on veut, c'est que la couleur soit affiche uniquement quand on est sur la sortie console et la couleur soit pas transmise quand on fait une redirection. Donc, ça, c'est correct que ça fonctionne comme ça. Donc, ici, vous allez faire une saisie comme la diapo précédente. Après ça, la hauteur et le rayon sont des arguments obligatoires. Donc, on voit ici qu'on a une hauteur, mais pas de rayon. Ici, on a un rayon, mais pas de hauteur. Donc, dans ce temps-là, on a un message d'erreur qui s'affiche. Le message d'erreur ici s'affiche en rouge parce que j'ai fait des modifications dans mon code pour ça, mais vous, ça ne sera pas nécessairement le cas. Comme j'ai dit tantôt, la couleur, c'est un bonus. Donc, ici, on voit Error, the following arguments are required. Donc, le rayon est requis, parce qu'on a juste fourni la hauteur. Ici, c'est la hauteur qui est requise parce qu'on a seulement fourni le rayon. Donc, vous allez faire une saisie de votre exécution comme vous avez ici. Après ça, qui est et verbeux sont mutuellement exclusifs. Donc, si on veut appeler le script avec les arguments Q et V, comme vous pouvez voir ici, vu que ce sont des arguments à lettres uniques, on peut les combiner en un seul, comme ça ici, en les agglutinant. Donc, Q et V, là, on dit ici, erreur, argument V, not allowed with argument Q. Okay, donc, on peut pas combiner les deux ensemble. Donc, ça, vous allez faire afficher votre message d'erreur ici, qui sera encore une fois probablement pas en rouge, sauf si vous avez fait le bonus. Ensuite de ça, on tombe dans la précision. Donc, la précision, c'est un argument facultatif entier qui permet d'arrondir le résultat affiché, j'aurais dû mettre un accent aigu, au nombre de décimales spécifiées. Par exemple, ici, on a la hauteur 3,3 et le rayon 5,5, le volume du cylindre selon FG. Vous voyez ici qu'il n'y a pas on n'essaie pas d'arrondir le résultat. Mais si on met une précision de 4, si on spécifie une précision de 4, alors on va arrondir le résultat à 4 décimales. Comme on voit ici, 6,0948, ça va être arrondi à 6,095. Ensuite, ça, si on a une précision de 2, ça va être 313.61 cette fois-là. Et si jamais on a une précision de 0, ça va être 314.0. Donc, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente pour nous montrer le fonctionnement de votre argument précision. Ensuite, ça, la hauteur et le rayon sont des flottants et la précision est entière. Donc ici, on voit qu'il y a des erreurs qui s'affichent tout simplement. Donc ici, par exemple, on a la hauteur, le rayon et on a la précision comme un flottant. Donc on nous dit que argument, précision, invalide, int value. Donc on s'attend à avoir un entier et on a un flottant. Donc on a une erreur. Même chose ici, on a le rayon qui est une lettre R. Donc on nous dit que invalid float value R. Et on a la hauteur qui est une lettre H. Donc on nous dit invalid float value H.
Donc, vous allez mettre une saisie comme à la diapo précédente. Finalement, vous allez mettre votre code de parseArg, donc uniquement la méthode parseArg, celle qu'on avait vue là, au début du script, donc celle qui parse les arguments. Et enfin, on a un bonus. Donc, le bonus pour de plus une demi. Donc, l'aide et les messages d'erreur s'affichent uniquement en français. Donc, ici, on a un exemple. Par exemple, cylindre.python, aucun argument. On nous dit les arguments suivants sont requis. Donc, c'est pas en anglais, c'est en français que ça s'affiche. Erreur, : les arguments suivants sont requis. Rayon, hauteur. Et si on affiche l'aide ici avec -h, on voit ici que c'est écrit argument optionnel au lieu de optional arguments. Et help, c'est écrit afficher ce message et quitter au lieu de show this message and quit. Ok, donc en français, s'il vous plaît, ici c'est un peu pour nous rappeler PKP qui avait prononcé cette célèbre phrase et aussi Sugar Sammy qui fait un petit show avec ça. Donc voilà. Donc, vous avez ici votre bonus, vous m'affichez, vous me faites une saisie pour me montrer que ça s'affiche correctement en français dans votre cas. Et finalement, vous versionnez dans Git. Alors maintenant, on va coder un petit script qui s'appelle PyTouch, qui va mettre en pratique le argparse et aussi la création de fichiers à la volée. Donc l'idée, c'est qu'on essaie d'imiter un peu la commande touch qui existe dans Linux et qui est quand même très intéressante. Donc, dans le projet PyCharm appelé Sum, okay, donc celui qu'on utilise depuis quelques semaines déjà, vous allez créer un nouveau script qui permet de simuler le comportement de la commande Linux touch pour créer des fichiers à la volée. Donc ici, je vous montre un peu comment fonctionne la commande touch. On l'avait déjà montré avant, mais bon, c'est pour un rappel. Puis pour bien vous le rappeler, vous allez recréer la commande ici en faisant votre saisie. Donc on commence par créer, ici on est dans le dossier, en tout cas peu importe le dossier où on est, on commence par créer un dossier. En fait, on est dans le dossier qui contient c'est ça, on est dans mon dossier personnel. Donc ici, on commence par faire un directory qui s'appelle TMP. Après ça, on fait un change directory vers ce nouveau dossier-là. Et ensuite de ça, on fait un touch fg 1 à 10.txt. Qu'est-ce que ça va faire? Si on fait un ls, on voit qu'on a créé 10 fichiers 1 à 10.txt. Okay, donc le touch a permis de créer automatiquement des fichiers. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc nous, on va créer une commande qui permet de faire ça. Donc la commande en question s'appelle pytouch.python et c'est une commande qui va utiliser le module argparse pour analyser ses arguments. Donc les couleurs et le français, s'il vous plaît, sont facultatifs pour le moment. OK. En fait, dans ce que vous voyez ici, là. OK. Donc, moi, je le laisse en français, puis je mets des couleurs, mais c'est facultatif, puis il n'y a pas de bonus associé à ça. Par contre, plus loin, il va y avoir des couleurs à mettre, puis là, les couleurs ne sont pas facultatives, ils vont être obligatoires. Mais pour ce qui est d'afficher l'aide ici, ça, c'est facultatif, puis le français, c'est facultatif aussi. Quand je dis français, ça veut dire vos messages sont quand même en français, là. Mais je veux dire, le fait que c'est écrit argument positionnel, argument optionnel, ça, vous, ça va apparaître en anglais probablement. Donc, votre usage doit être rigoureusement identique au mien. Donc ici, vous avez l'usage, pytouch.python, -h, argument facultatif, -q ou -v, qui sont des mutuellement exclusifs encore pour le qui est et le verbeux. Et finalement, vous avez -t pour du texte. Et vous avez ici des arguments positionnels, file, avec après ça d'autres fichiers qu'on peut rajouter. Donc file, ça veut dire au moins un fichier. Et après ça, des fichiers supplémentaires si on veut. Donc PyTouch prend comme argument obligatoire au moins un fichier, mais possiblement plusieurs.
avec des arguments optionnels, -t pour du texte, -q ou -v et -h. Donc, comme on le voit ici, il y a une certaine description avec les différents arguments. Donc, ici, le t-txt, c'est le texte qui va être stocké dans les fichiers créés. Par défaut, le texte est vide, donc on ne met rien dans les fichiers qu'on crée, mais si on veut, on peut mettre quelque chose dans les fichiers qu'on crée avec l'argument -t. Donc, une petite note concernant les arguments positionnels et la cardinalité, parce que dans le script Cylindre précédemment, c'était surtout des arguments optionnels, il n'y avait pas d'arguments positionnels. Donc là, cette fois-là, on veut des arguments positionnels, puis non seulement ça, on veut qu'il y ait possiblement plusieurs arguments positionnels. Donc, un ou plus arguments positionnels. Donc, comment on fait pour déclarer des arguments positionnels de ce type-là? Par exemple, on a ici un exemple, parser.addArgument integers, metavar n type int. Je vous dis pas que c'est ça que faut que vous fassiez dans votre script. Je donne un exemple. Ça, c'est l'exemple en fait qui est donné sur le site qui est donné sur le site de ArgParse. Ok, explicatif. Donc ici type int. Ici on a nargs plus. Donc ça c'est super fondamental, le fameux nargs. Après ça on a un message d'aide. Donc un argument positionnel s'ajoute comme ceci. Et le paramètre nargs détermine la cardinalité de l'argument en question. Donc, vous avez ici nargs, les valeurs possibles, c'est rien, donc par défaut. À ce moment-là, la cardinalité attendue, c'est 1. On s'attend à ce que l'argument soit présent une seule fois. Si on veut, on peut mettre un nombre, par exemple 3. Si on met 3, ça veut dire qu'on s'attend que l'argument soit présent 3 fois. Si on met un point d'interrogation, ça veut dire que l'argument est optionnel, donc 0 ou 1. Si on met une étoile, ça veut dire que c'est 0 ou plus. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Et plus, si on met nargs plus, comme vous voyez ici, c'est 1 ou plus. Donc il faut que l'argument soit présent au moins une fois, puis il peut être présent autant de fois qu'on veut. Donc la façon de récupérer, quand on récupère la valeur dans le namespace, quand on utilise ce type-là, on obtient l'élément lui-même. Quand on utilise un nombre, on obtient une liste. Quand on utilise un point d'exclamation, point d'interrogation, pardon, on obtient l'élément ou none. Puis quand on utilise une étoile ou le plus, on obtient toujours une liste. Donc, vous allez faire une saisie finalement de votre, comme à la diapo précédente, de votre fonctionnement. Pas la diapo précédente de la précédente, donc pas celle-là, mais celle-là ici. Donc, c'est la saisie de l'aide, en fait, de votre commande. Et vous allez me mettre votre code pour parser. Si jamais il n'y a aucun argument, on affiche un message d'erreur. Donc, on voit ici que erreur, les arguments suivants sont requis. File, donc ça prend au moins un fichier. La coloration, dans ce cas-là, aussi est facultative. Donc, mettez-moi votre saisie. Ensuite ça, là, on va tester le fonctionnement de la création des fichiers. Donc, le script permet de créer tous les fichiers passés en argument. Donc, je vais vous demander, à partir de là, de répéter un peu les commandes que vous avez ici, dans l'idée de créer 5 fichiers. Donc, d'abord, on fait la commande ls pour vérifier qu'il n'y a absolument rien qui existe dans notre dossier courant. Donc, vous voyez ici qu'on est dans un dossier TMP. Mais le dossier TMP, dans le fond, est un sous-dossier de l'emplacement où se trouve votre fichier, votre script pytouch.python. Okay? Donc, vous, dans votre dossier où se trouve votre script pytouch.python, vous allez créer un sous-dossier TMP. Ok, donc en fait, c'est la même chose que j'ai ici, là. Je l'avais pas dit. Donc, ici, je l'avais pas mentionné. Puis ici, est-ce que j'avais parlé de ça? Ouais, ici aussi, il y avait le TMP avec le PyTouch, là. Mais ici, c'est moins important, parce qu'on ne crée rien du tout. Mais ici, c'est fondamental que ce soit comme ça. Ok. Donc, dans votre dossier TMP, qui est un dossier temporaire créé dans votre dans le dossier où se trouve votre script PyTouch. Donc, vous allez appeler votre script en faisant /pytouch.python et vous allez donner l'argument suivant qui va s'expansionner en 5 arguments différents.
pour créer les 5 fichiers en question, puis qu'après ça, quand vous allez faire ls, vous allez voir ça apparaître. Bon, maintenant, cette commande-là, rm-fr étoile. Là, j'ai mis danger. Okay. Cette commande-là, dans l'état actuel des choses, ne va rien faire parce que dans votre ls, vous n'avez rien. Mais cette commande-là est là pour vous indiquer comment détruire tout ce que vous avez dans votre dossier courant. OK, donc rm-fr étoile, ça détruit systématiquement tout ce qui se trouve dans le dossier courant. Donc, si vous faites ça, non pas dans votre TMP, mais que vous faites ça dans votre dossier qui contient votre code, votre fichier Python, vous êtes dans la merde parce que vous venez de scraper tout votre code. Okay? Donc, il faut faire très attention avec cette commande-là. Puis, cette commande-là, F, ça veut dire qu'il n'y a pas de message d'erreur. Puis, R, ça veut dire que c'est récursif. Donc, ça scrape tout, puis ça vous dit pas que ça a tout scrappé. Okay? Donc, faire très attention à cette commande-là, mais moi, j'ai utilisé cette commande-là peut-être 50 fois pendant que j'ai développé le script pour à chaque fois valider certaines choses. Donc, je vous encourage à l'utiliser, mais faites toujours attention où vous exécutez cette commande-là. Donc, vous exécuterez ça ici pour vous montrer le fonctionnement de votre création. Si jamais les fichiers qu'on essaie de créer existent déjà, on affiche un avertissement. Donc, comme on voit ici, on voit que les fichiers FG1, FG2, FG3 existent déjà. En passant ici, les fichiers que vous créez, FG1, FG2, FG3, FG4, FG5, doivent être créés avec vos initiales et non les miennes, bien entendu. Okay? Donc, ces fichiers-là sont créés avec vos initiales et non les miennes. Donc, ici, on reprend. On fait un PyTouch avec fg1a5.txt et qu'est-ce qui se passe? On nous dit le fichier existe déjà, fg1.txt, le fichier existe déjà, fg2.txt, le fichier existe déjà, fg3.txt. Mais on ne dit pas que 4 et 5 existent déjà parce qu'ils n'existent pas déjà. Et quand on fait un ls, on voit qu'on se retrouve avec notre 4 et notre 5 ici. Donc, le fait qu'ici, ça s'affiche en couleur, en jaune, puis que le nom du fichier s'affiche d'une autre couleur, qui n'est pas blanche, ça, c'est requis dans le fonctionnement de votre script. Donc ça doit être en couleur jaune, puis ça doit être dans une autre couleur que vous choisissez, mais qui n'est pas blanche. Et qui n'est pas noire non plus, évidemment, parce qu'il faut que ça soit visible. Donc, est-ce que j'ai oublié d'autres choses par rapport à ça? Ouais, les notifications ici sont des avertissements et n'empêchent pas le script de continuer son travail jusqu'à la fin. Donc ici, votre exit code, j'aurais dû le mettre ici, l'exit code, mais votre exit code va être 0 parce que tout s'est bien passé. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre immédiatement. Donc, je vais changer ma sortie. Donc, on reprend. Vous voyez ici que le PyTouch crée les fichiers FG1 à 5, mais après ça, on fait un écho pour obtenir l'exit code et on voit que l'exit code est 0 malgré le fait qu'il y a eu des avertissements. Donc, les avertissements n'empêchent pas le fait que la commande s'exécute correctement d'un point de vue, disons, du système d'exploitation. Alors, vous faites la saisie de ces commandes-là ici pour montrer que ça fonctionne bien en ce qui vous concerne. Si l'option Q est utilisée, les notifications de préexistence ne s'affichent pas. Donc ici, encore une fois, on a notre ls avec nos 3 fichiers. Et là, on fait un PyTouch avec le Q pour exécuter en mode quiétude. Et à ce moment-là, on voit qu'il n'y a aucun avertissement qui s'affiche parce qu'en mode quiétude, il n'y a aucun avertissement qui s'affiche. Donc on a ici les 5 fichiers qui ont été, en fait, les 2 supplémentaires qui se sont ajoutés aux 3 qui existaient déjà. Ça va faire une saisie pour montrer le fonctionnement de ça. Donc, en mode verbeux, le script notifie chaque fichier qui a été créé. Donc, on voit ici, par exemple, on se fait un ls, on a 2 fichiers qui existent, et là, on fait un PyTouch pour qu'on exécute en mode verbeux, et on a 5 fichiers qu'on demande de créer. On affiche que les deux fichiers qui préexistent déjà, eux, sont affichés comme des avertissements. Et ceux-là, ici, c'est pas des avertissements, c'est purement des notifications qui s'affichent à l'écran pour dire qu'on a créé le fichier fg3.txt, le fichier fg4.txt, fg5.txt. Vous, bien entendu, à chaque fois que vous créez des fichiers fg, c'est pas fg, c'est vos initiales. Donc, ici, on voit qu'est-ce qui s'est passé.
Le message ici doit s'afficher en blanc, mais le nom du fichier doit être d'une autre couleur. Donc ça, c'est requis pour en ce qui concerne le fonctionnement de votre script. Et quand vous faites ls, vous voyez ici apparaître les différents fichiers. Donc, vous allez faire une saisie pour montrer le bon fonctionnement. Si jamais il y a une erreur d'entrée-sortie qui se produit, donc l'entrée-sortie dans ce cas-là, c'est OS error, alors vous allez afficher un message d'erreur et vous allez terminer immédiatement le programme avec un exit code de 1. Donc le type d'erreur apparaît en rouge, puis le message de l'erreur apparaît en jaune. Donc ça, c'est encore une fois, c'est requis par le fonctionnement du script. Donc ici, on a un ls, fg1, 2, 3, 4, 5. Après ça, on fait un PyTouch. Et on crée les fichiers fg 1, 2, 3. Et après ça, on essaie de créer le fichier slash fg 4, 5, 6. Et ça ne sera pas possible parce qu'on n'a pas la permission d'écrire dans la racine. Donc, on va voir un message d'erreur qui va apparaître. Et on va faire un petit écho pour afficher l'exit code après. Donc, on voit ici permission error. Donc, on n'a pas la permission d'accéder ou de faire quelque chose avec le fichier slash fg4.txt. Donc, on ne voit pas le message apparaître pour 5 et 6 parce que dès qu'on a une erreur, on termine le script. Donc, vous affichez le nom de l'exception et vous affichez le message associé. Donc, le nom en rouge et le message en jaune. Notez que vous ne devez pas être admin pour que ça fonctionne, ce truc-là. Si jamais vous êtes un admin, vous n'aurez pas un permission error parce que vous allez pouvoir effectivement écrire dans la racine de votre système d'exploitation. Évidemment, vous ne devriez pas exécuter cette commande-là en mode admin. Donc, l'erreur B, c'est pour vous montrer un autre type d'erreur possible. Donc, dans ce cas-là, on a deux fichiers, fg3, fg4.txt, qui existent déjà au préalable. Et on fait un PyTouch avec fg1à3.txt, puis fg slash fg456.txt, puis après ça, on écho l'exit code. Donc, dans ce cas-là, on essaie de créer les fichiers 1, 2 et 3. Donc, on voit qu'on réussit à créer le fichier 1, le fichier 2. Le fichier 3 existe déjà, ça c'est un avertissement. Et on continue, mais dans le cas suivant, là on obtient une erreur parce que fg slash fg4, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le dossier fg4 n'existe pas en tant que dossier local. Donc, comme le dossier local fg n'existe pas, le fichier fg4.txt ne peut pas être créé dans un dossier qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on a un file not found error. C'est peut-être pas un message d'erreur tout à fait parlant. Il y aurait peut-être moyen d'intercepter cette erreur-là puis d'afficher quelque chose d'autre à la place. Mais pour l'instant, le script, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il intercepte l'erreur qui est donnée par Python pour afficher ça. Donc, c'est sûr que, normalement, si vous faisiez un script professionnel, peut-être vous seriez mieux de ne pas avoir ce genre de choses-là qui s'affichent parce que c'est plutôt un message qui est pas nécessairement parlant pour quelqu'un pour en fait le commun des mortels. Donc, vous allez faire une saisie de fonctionnement de ce que vous avez ici, toujours avec le ls avant, et après ça, l'exécution ici de votre script. Ensuite, on tombe au fameux commutateur T qui permet de spécifier un texte qui doit être inclus dans chaque fichier de texte créé ainsi. Donc, par exemple, ici, on a ls, on n'a aucun fichier préalable. Après ça, on fait un pytouch-t fguérin. Donc, on veut mettre le texte fguérin dans chacun des fichiers qu'on va créer. Puis après ça, on crée les fichiers 1 et 2, comme ça. Et après ça, on fait une autre commande, pytouch-t yoda. Et les fichiers, cette fois-là, sont fg3 et 4. Puis après ça, on fait un grep.étoile. Voici ce qu'on va avoir comme sortie. Donc, fg1.txt, dans le fichier 1.txt, on a le contenu Fred Guérin. Dans fg2.txt, on a le contenu Fred Guérin. Dans fg3.txt, on a le contenu Yoda. Et dans fg4.txt, on a le contenu Yoda. Donc, bien entendu, vous faites une saisie avec vos initiales à la place de fg et votre nom à la place de Frédéric ou Fred Guérin. Finalement, vous allez tester la commande le fonctionnement de la commande dans CMD. Donc, on voit ici qu'on fait un dir/b pour afficher le contenu de notre dossier actuel. On a fg1.txt, fg2.txt, et on fait un pytouch verbeux
fg1.txt, fg2.txt, fg3.txt, fg4.txt, fg/fg5.txt. Donc, en DOS, on ne peut pas utiliser l'expansion des accolades, donc on n'a pas le choix de tout écrire comme ça. Et là, on nous dit, le fichier existe déjà, fg1.txt, le fichier existe déjà, fg2.txt, le fichier a été créé, fg3.txt, le fichier a été créé, fg4.txt, et finalement, un message d'erreur pour ce qui est de fg/fg5.txt, parce que file not found, parce que le dossier fg n'existe pas. Ici, après ça, on fait un dir B, on voit que nos fichiers ont bien été créés, fg1, fg2, fg3, fg4. Donc, vous allez me faire une saisie de ce que vous retrouvez ici, mais évidemment avec vos initiales à la place des miennes. Finalement, vous allez m'afficher vous allez me faire une saisie de votre main, du code de votre fonction principale, ou du moins de ce qui en tient lieu. Donc, vous allez mettre ça ici. Donc, en passant, si jamais vous décidez de remplir cette diapo-là, après, dans la section suivante, votre code de votre main va devenir plus compliqué. Okay? Donc, c'est correct ici que vous mettiez votre code plus simple. Je veux pas le code nécessairement plus compliqué de ce qu'il va y avoir par après. Okay? Je veux le code ici plus simple. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre la modification qui va venir par la suite, dans la section prochaine. Finalement, vous allez utiliser votre commande PyTouch pour créer 99 fichiers numérotés de 01 à 99. Normalement, c'est quand même assez simple de faire ça. Donc, vous avez ici ls.pytouch.python avec les arguments qui manquent pour créer 99 fichiers. Vous les voyez ici, fg1, fg2, fg3, 03, 04, 05, etc. Donc, ils doivent s'afficher. C'est pas fg1, fg2, c'est fg01, 02, 03, etc. Donc, en ordre jusqu'à fg99 que vous voyez ici. Et vous allez me faire votre saisie comme à la diapo précédente. Finalement, vous allez versionner sur Git. Alors, dans cette section-là, on va augmenter la puissance de notre script PyTouch avec la possibilité non seulement de créer des fichiers, mais aussi de créer des dossiers. Donc, dans la liste des arguments positionnels de la commande, ok, si l'un d'entre eux se termine par un slash ou un backslash, alors on va considérer qu'il s'agit d'un dossier. Dans ce cas, si le dossier n'existe pas, il est créé. En mode verbeux, la création est notifiée. Ensuite, le working directory, donc le dossier courant de travail, est automatiquement modifié pour ce nouveau dossier, de telle sorte que toutes les nouvelles créations de fichiers vont avoir lieu dans le contexte de ce nouveau dossier-là. Alors, je vais vous donner certains indices, donc je suis conscient que c'est quand même un step ici. Vous allez peut-être être un petit peu... enfin, certains d'entre vous vont faire ça comme des poissons dans l'eau, mais peut-être que d'autres vont être un petit peu déroutés par ce que vous allez voir là. Donc, aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement juste une façon de faire, il peut y avoir plusieurs façons de faire. Donc, quand je vous dis le working directory est automatiquement modifié, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le modifier, disons, concrètement. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi procéder sans le faire. Donc, c'est comme je l'avais déjà montré certains scripts pour création d'arborescence. Il y avait un script où est-ce que vous faisiez du change directory pour aller créer ce que vous vouliez, puis après ça, il fallait faire des cd .. pour remonter. Ben, il y avait un autre où est-ce que vous mettiez le path tout au long pour créer votre arborescence. Donc, c'est la même chose ici. Vous avez deux choix pour créer votre arborescence. Soit que vous faites des CD pour changer, puis après ça, vous remontez, ou soit que vous utilisez un path pour créer votre arborescence. Donc, je donne certains indices à la fin du PowerPoint dans la conclusion. Voilà. Donc, la base de la base. Donc, d'abord, on voit ici qu'on a un ls pour dire qu'il n'y a rien préalablement d'existant. Ensuite, on fait un PyTouch fg1 à 3.txt sous-dossier slash. Donc, ça, c'est important, le slash à la fin. fg4 à 6.txt. Donc, une fois qu'on a créé ça, qu'est-ce qui se passe? On va créer les fichiers fg1, fg2, fg3. Après ça, quand on va rencontrer le sous-dossier ici, on va créer ce sous-dossier-là localement.
Et ensuite de ça, on va créer les fichiers FG4 à 6, mais dans le sous-dossier qu'on vient de créer. Okay? Donc, quand on va faire un ls étoile, qu'est-ce que ça va nous afficher? Ça va nous afficher les trois fichiers qu'on a créés ici. Et dans le sous-dossier, ça va nous afficher les trois fichiers supplémentaires qu'on a créés ici. Si vous faites un tree, vous allez voir apparaître FG1, FG2, FG3, sous-dossier, FG4, FG5, FG6. Donc, vous allez faire une saisie de fonctionnement ici pour montrer que ça fonctionne bien. Non seulement ça, mais aussi vous pouvez utiliser le point-point qui vous permet de remonter. Okay, sinon, ça donne beaucoup plus de puissance à la commande, le fait d'être en mesure d'utiliser le point-point. Donc ici, on voit, par exemple, on fait un ls, il n'y a rien qui existe au préalable. Après ça, on fait un pytouch fg1.txt sous avec un slash, donc on crée un dossier sous. Dans ce dossier-là, on crée un fichier fg2.txt. Évidemment, à chaque fois que c'est des fg, c'est vos initiales à la place des miennes. Ensuite de ça, on crée un nouveau dossier qui s'appelle dossier slash. Et dans ce nouveau dossier-là, qui est créé dans le dossier sous, on crée un fichier fg3.txt. Après ça, on fait un point-point pour remonter. Et dans ce cas-là, on ne crée pas le dossier parce qu'il est déjà créé. En quelque sorte, il existe déjà. Donc, quand un dossier existe déjà, on ne le crée pas. Et ici, on fait fg4.txt. Donc, on voit ici qu'est-ce qui se passe. Donc, on a fg1.txt sous dossier. Dans le sous-dossier, on a fg3.txt. Après ça, on a fg2.txt qui a été créé ici. Et fg4.txt suite au point-point slash ici, qui a été créé. Vous allez faire une saisie de fonctionnement. Donc, non seulement on peut identifier les dossiers avec une fin en slash, mais ça va fonctionner aussi si la fin est en backslash. Donc, en passant en bash pour utiliser le backslash sur la ligne de commande, il faut le doubler. Parce que si vous ne doublez pas, c'est considéré comme un escape. Donc, nous, on ne veut pas que ça soit considéré comme un escape, donc on va le doubler. Donc, on fait ici un exemple fg1.txt sous backslash backslash, dossier backslash backslash, après ça point backslash backslash. Et ça va nous donner ici le résultat identique à ce qu'on avait précédemment. Donc, vous faites une saisie de fonctionnement. Si un dossier existe déjà, on le passe sous silence, contrairement aux fichiers. Donc, le nom des fichiers peut être rapporté avec ou sans son path. Donc, si son path apparaît, il doit être normalisé. Donc, je vais me passer un petit peu ici parce que là, ça cache un peu commande. Donc, on a un tree. On a déjà notre FG1 qui existe avec notre sous-dossier FG3, FG2, FG4. Et là, on réexécute la même commande, si vous voulez, pour recréer cette arborescence-là, et qui existe déjà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fichier existe déjà, FG1, le fichier existe déjà sous dossier, en fait, dans sous fg2.txt, sous dossier fg3.txt, sous fg4.txt. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le path au complet ici. Si vous voulez mettre juste le nom du fichier, vous pouvez le faire. Ou vous pouvez le mettre avec le path. Donc, c'est comme vous voulez. Mais il faut que ça soit évidemment des avertissements comme on avait dans la section précédente, avec le nom du fichier qui apparaît en couleur différente du jaune et du blanc. Quand on dit ici que le path, s'il apparaît, doit être normalisé, un path normalisé, vous allez, je donne un peu une définition de ce que c'est à la fin, c'est quoi la normalisation. Vous faites une saisie pour montrer le bon fonctionnement comme on l'a dit au précédent. Et quant au mode verbeux, quand il est utilisé, les nouveaux dossiers qui sont créés sont notifiés. Donc, par exemple, ici, on a un fichier qui existe déjà, fg1.txt, un sous-dossier qui existe déjà qui s'appelle sous. Et on réexécute la même commande avec fg1.txt, sous, fg2.txt, dossier, fg3.txt, .fg4.txt, machin. On crée un dossier supplémentaire ici pour le fun. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fichier existe déjà, fg1.txt. Ça nous dit pas que le dossier sous existe déjà. Après ça, ça nous dit que le fichier, il y a un fichier qui a été créé sous fg2.txt. Il y a un dossier qui a été créé, le dossier ici, sous dossier. Après ça, il y a un fichier qui a été créé, fg3.
Après ça, il y a un fichier qui a été créé, FG4. Après ça, il y a un autre dossier qui a été créé, qui est sous / machin, ici. Donc, vous faites une saisie d'exécution pour montrer le bon fonctionnement, comme à la diapo précédente, avec vos initiales. Enfin, ça se peut que dans ce que vous mettiez comme dossier, ça se peut que des fois, ça soit un dossier non pas un chemin non pas relatif, mais un chemin qui soit absolu. Dans ce cas-là, votre working directory devient ce nouveau dossier-là, parce que vous pouvez pas faire vous pouvez pas additionner le path ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Okay. Donc, dans ce temps-là, il faut absolument changer pour le dossier en question quand c'est un chemin absolu. Donc, notez que le chemin vers votre dossier perso, tilde, est considéré comme chemin absolu. Donc, si on fait ici, par exemple, un ls sous espace tilde tmp, donc on voit que dans le dossier sous n'existe pas, no such file directory, et le home fguérin tmp n'existe pas non plus, no such file directory. Ensuite ça, on fait un PyTouch avec sous fg1 à 4.txt, et après ça, on fait un tilde barre oblique, un tmp barre oblique. Donc, on change dans le dossier, dans mon home directory. Dans mon home directory, on va dans un dossier tmp qu'on va possiblement créer à ce moment-là. Et on va créer les fichiers fg5 à 8 là-dedans. Après ça, si on fait un ls sous espace -tmp, on voit que dans home fguérin tmp, on a créé les fichiers fg5, fg6, fg7, fg8. Et dans sous, on a créé les fichiers fg1, fg2, fg3, fg4. Donc, vous faites une saisie pour démontrer le bon fonctionnement. Donc, s'il y a une erreur de création de dossier ou autre, ça va causer l'arrêt immédiat du script avec un exit code de 1. Le nombre d'erreurs et son message sont affichés en couleur. Donc, ça, c'est comme le script précédent, mais c'est juste pour dire que ça fonctionne aussi avec les dossiers. Donc, autrement dit, votre try except, il faut mettre le code dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Ça change pas grand-chose. Donc, par rapport à ça. Donc, ici, si on fait un PyTouch verbeux de FG1 sous dossier, etc. Mais ici, on crée un dossier profond et non pas juste un dossier. Donc, quand on va essayer de créer le dossier profond, ça fonctionnera pas parce qu'il faudrait créer le dossier et après ça, créer le profond. Mais ici, on ne crée pas... en fait, j'avais même pas mis ma barre verticale ici. Ouais, j'aurais peut-être été mieux de mettre ma barre verticale. En fait, ça change pas grand-chose dans le message d'erreur, mais quand même, je serais mieux de le faire. Donc, on reprend ici. On voit que j'ai ajouté la barre verticale, donc pour signaler qu'il s'agit d'un argument de type dossier et non pas d'un argument de type fichier. Donc, on dit ici qu'il n'y a pas de fichier ou de directory, tout simplement parce que le dossier, c'est ça, le directory dossier n'existe pas. Donc, si le dossier profond existe encore moins. Donc, vous allez avoir une erreur. Et sous CMD, donc ici, c'est pour montrer l'exécution que ça fonctionne bien sous CMD. Donc, on voit qu'il n'y a rien qui existe au préalable. Après ça, on a fait un PyTouch verbeux de fg1.txt sous fg2.txt dossier. Là, on a une barre verticale dans ce sens-là, une barre oblique, pardon, et ici une barre contre-oblique ou anti-slash, et après ça, on a ici un slash. Donc, slash, anti-slash, slash. Et on voit que ça fonctionne. Donc, on a créé un fichier, créé un dossier, créé un fichier, créé un dossier, créé un fichier, créé un fichier. Et à chaque fois que ça s'affiche ici, on voit que c'est tout le temps des barres comme ça, mais vous, j'ai pas nécessairement demandé que ça s'affiche comme ça, donc vous les verrez pas nécessairement. Si on fait un tree, /f pour afficher les fichiers en même temps, on voit que l'arborescence a convenablement été créée. Donc, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente. Finalement, vous allez utiliser votre commande PyTouch pour créer l'arborescence que vous avez ici. Donc, au départ, il n'y a rien. ls, il n'y a rien. Après ça, on fait PyTouch avec les arguments nécessaires.
Puis après ça, on fait un tree pour voir apparaître un sous-dossier. Puis dans le sous-dossier, on voit 3 sous-dossiers A, B et C. Et A contient FG1, 2, 3, B contient FG4, 5, 6 et C contient FG7, 8, 9. Alors, faites-moi une saisie d'exécution comme à la diapo précédente. Et finalement, versionner sous Git. Finalement, la conclusion. Donc, les concepts qu'on a survolés dans ce document-là, c'est le concept d'abord de module pour traiter automatiquement les arguments avec argparse. On a vu qu'il existait des arguments positionnels, des arguments nommés, des arguments facultatifs, la notion de cardinalité, la notion d'exclusivité, le synopsis d'une commande, l'usage et l'aide automatique. Donc, aussi, on a vu comment créer et manipuler des fichiers et dossiers. Donc, je donne certains exemples de commandes à la prochaine diapo. Donc ça se pourrait que ça vous soit utile pour la partie 3 et peut-être un peu pour la partie 2 aussi, mais c'est surtout la partie 3 qui peut poser problème à ce niveau-là. Donc, les commandes, essentiellement, qui risquent de vous être utiles pour réaliser la partie 3, vous avez, en termes de, on a d'abord des trucs qui viennent du built-in, ensuite du module OS et finalement du module OS.pat. Donc, dans le built-in, vous avez OSError, vous avez Open, qui est des choses, OSError et Open. Ensuite de ça, dans le module OS, on a mkdir pour créer un dossier, get current working directory pour connaître c'est quoi le dossier de travail courant et changedir pour changer de directory courant, de changer le répertoire de travail. Finalement, dans os.pat, on a sep, qui est le séparateur qui est utilisé entre les noms des fichiers. Donc, dans Linux, ça va être la barre verticale et dans DOS, ça va être la barre contre-oblique. Existe pour voir si un fichier ou un dossier existe. isABS pour savoir si le nom du dossier est absolu ou relatif. Join pour combiner ensemble des fichiers avec des emplacements pour créer un path ou un chemin. Et normPath pour normaliser un path. Donc ici, on donne certains exemples de fonctionnement. Par exemple, si on fait os.getCurrentWorkingDirectory, on voit que mon current working directory, c'est celui que vous avez ici. Après ça, path.sep, là on est dans Linux, donc c'est un barre oblique. Path.exist home, oui, c'est vrai. Après ça, si jamais ça n'existe pas, ça va nous dire que ça n'existe pas. Path.isAbsolute home, oui, c'est vrai. Path.isAbsolute point, non, c'est un fichier, c'est un truc relatif, donc c'est false. Si je fais un path.join, avec point sous dossier, on obtient point /sous /dossier. Si on était dans Windows, ça serait point /sous /dossier. Après ça, normalisation, path.normPath. Donc, normPath, c'est pour normaliser un path. Donc, la normalisation, ce que ça fait, c'est que ça enlève les points, puis ça crée un dossier, en fait, qui correspond vraiment à un emplacement qui correspond vraiment à ce que c'est. Donc, par exemple, si on part du dossier courant, qu'on va dans un dossier sous, qu'on va dans un dossier, puis qu'après ça, on fait un point, puis après ça, on va dans ici, ben, en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond, le point ici annule le dossier, le point ici annule le sous, donc ça correspond carrément à ici. Et même chose, si on fait juste un point, donc point, /sous /dossier, /point /ici, ben, ça va être l'équivalent à sous /ici. Donc, ça permet de simplifier les chemins, autrement dit, la normalisation. Donc, la normalisation pourrait vous être utile pour afficher des chemins quand on a plusieurs points. Donc, on ne veut pas que les points apparaissent dans le chemin qu'on affiche. Donc, c'est à ça que ça sert la normalisation. Donc, vous allez, ensuite de ça, aller sur le site web du Lézard. OK, donc Lizard Code Complexity Analyzer. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et vous allez calculer les complexités cyclomatiques qui sont associées aux fonctions. J'ai oublié un S ici. C'est pas pourquoi que je ne me revise pas assez, en tout cas, dans votre code. OK, donc le maximum permis, c'est 10. Donc, on s'attend à une complexité cyclomatique maximale de 10. Sinon, vous devez modifier votre code pour abaisser votre cyclomatique à 10 ou moins.
Donc, il y a aussi autre chose, il n'y a aucune variable globale qui est permise dans votre code. Donc, idéalement, aussi, mais ça c'est idéalement, c'est pas obligatoire, aucune fonction ne devrait dépasser 20 lignes de code. Donc, NLOC, donc Non-Blank Line of Code. Donc, aucune de vos fonctions ne devrait dépasser 20 nloc. Si c'est le cas, vous rajoutez un quart de bonus. Donc, notez qu'en Python, vous pouvez coder des fonctions dans des fonctions, ce qui peut vous aider dans certains cas. Donc, moi, vous voyez ici, j'ai 5 fonctions et mon nloc est toujours en bas de 20 et ma complexité aussi est en bas de 10. En fait, est 10 ou moins. Donc, le 10 est accepté aussi. Donc, vous allez me faire une saisie. Donc, vous allez sur ce titre-là, vous allez mettre votre code dans le lézard et vous allez laisser le lézard vous calculer vos métriques et vous allez mettre votre saisie ici de vos métriques. Évidemment, avec vos noms de fonctions, moi je les ai masqués pour pas vous montrer c'était quoi mes noms, mais vous allez me mettre vos noms de fonctions. Vous allez me faire une saisie de votre historique Git, seulement les 10-15 derniers commits, incluant vos noms et vos timestamps de vos commits. Okay? Donc des committants, c'est les gens qui font les commits. Donc, je veux le nom, puis je veux les dates heures à laquelle ça a été fait. Okay? C'est pas pour une enquête approfondie de la CIA, c'est juste pour démontrer que c'est vous qui avez fait ça. Ça, c'est un paquet de diapositives de validation que vous pouvez utiliser pour vérifier que vous avez bien rempli les diapos, puis que moi aussi je peux utiliser pour vérifier ça. Donc, on a des validations. Il y a beaucoup de validations. Finalement, vous allez me faire votre évaluation, auto-évaluation. Donc, le argparse est sur 3. Si vous avez mis le argparse en couleur au complet, vous avez un point, un demi supplémentaire. Si vous avez, en français, s'il vous plaît, vous avez un demi-point supplémentaire. Le PyTouch, si vous l'avez entièrement réussi, vous avez 4. Sinon, ben, vous ajoutez vos points en conséquence. Le PyTouch Plus, si vous avez entièrement réussi, vous avez 3 points. Et si vos nloc sont plus petits ou égaux à 20, un bonus, vous avez plus un quart. Donc, vous allez mettre vos points et additionner le tout sur 10 avec une possibilité de plus 1 écart. Et finalement, vous allez remettre l'exercice sur Léa, donc votre PowerPoint avec votre compte, votre code avec un commentaire, votre note sur 10 et le temps nécessaire pour réaliser l'exercice, comme il se doit. Voilà. Merci pour votre attention.